cette belle photo du pommier au-dessus d'un champ de colza est là non seulement parce qu'elle est très belle, mais aussi parce qu'elle nous rappelle l'objectif qui est d'essayer de comprendre tout au long de ces émissions comment l'univers est passé de cet état de chaos initial que nous révèle l'astronomie contemporaine vers des états de plus en plus complexes, de plus en plus performants et dans certains cas, comme celui-là, de plus en plus beaux. Notre pyramide de la complexité est en quelque sorte notre guide, notre plan directeur qui nous montre comment ça s'est passé. Nous avons vu au cours des émissions précédentes comment dans le Big Bang les quarks se sont combinés pour donner neutrons et protons, comment un peu plus tard dans ce même Big Bang certains neutrons et protons se sont combinés pour donner de l'hélium, et ensuite comment durant la vie des étoiles les protons et les neutrons ont continué cette structuration de la matière pour donner naissance à tous les atomes que nous connaissons jusqu'à l'uranium. On a vu aussi le rôle du rayonnement cosmique dans la formation de certains de ces éléments, les éléments lithium, beryllium et bore. Nous passons maintenant à l'étape suivante. Nous allons voir comment les atomes se sont associés sous l'effet de la force électromagnétique. Dans cette région ici, c'était la force nucléaire qui était la colle, la soude qui permettait au système de se structurer. À partir d'ici, c'est la force électromagnétique qui va associer les électrons au noyau d'atomes pour former des atomes, et ensuite les atomes entre eux, certains atomes, pour former des molécules. On a vu comment ce chapitre-ci se passe à la mort des étoiles dans cette matière qui est rejetée à l'extérieur des étoiles, soit dans une lente agonie des nébuleuses planétaires par des vents très puissants, mais dans un phénomène qui dure des dizaines de milliers d'années, soit dans une explosion catastrophique qui représente une supernova. Dans l'image suivante, nous allons voir un exemple d'une de ces supernovas. C'est le résultat d'une étoile qui a explosé le matin du 4 juillet de l'an 1054. Et voilà ce qui en reste quand nous regardons dans la direction de cette explosion aujourd'hui. On voit cette masse de gaz incandescente qui est en train de se disperser dans l'espace. On devine des mouvements très importants, très violents, qui vont amener cette dispersion progressive. Dans notre diagramme HR, nous allons essayer maintenant de voir où ça se passe. Il s'agit maintenant d'étoiles massives. Pour les nébuleuses planétaires, c'était des étoiles petites comme le Soleil ou à peu près. Les étoiles plus massives, rappelons-le, ont un parcours différent dans le diagramme HR. Elles commencent ici dans le domaine des nuages interstellaires, c'est-à-dire très massives, très grosses, très rouges. Ensuite, elles se déplacent vers la séquence principale où elles brûlent de l'hydrogène en hélium, mais très rapidement. Ces étoiles passent toute leur vie en moins de 10 millions d'années. Ensuite, encore rapidement, tout cela est très accéléré par rapport au sort, à la trajectoire du Soleil. Ces étoiles s'en vont dans la région des géantes rouges, et puis ensuite, après quelques zigzags que l'on connaît moins bien, qu'on commence à explorer un peu plus, elles arrivent en un point, par exemple celui-ci, où là se passe la catastrophe. Rappelez-vous ce qui se passe, c'est que l'étoile est en train d'essayer de brûler son fer. Le fer, au lieu de donner de l'énergie, en prend, et l'étoile s'effondre, implosion, explosion, et c'est en ce point-là que ces étoiles peuvent disparaître. Dans certains cas, c'est plutôt ici, dans le cas de la supernova de Magellan, c'était plutôt quelque part là, mais enfin, dans cette région, les étoiles explosent. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, vous le voyez sur l'écran. Vous allez le voir encore mieux sur l'image suivante. L'image suivante, c'est une carte géographique qui nous vient des Chinois. Cette supernova que nous venons de voir, qui est apparue dans le ciel le matin du 4 juillet 1054, a été particulièrement bien étudiée par les astronomes chinois, coréens, japonais, qui, à cette période, étaient des gens très minutieux et notaient exactement tout ce qu'ils voyaient d'anormal dans le ciel. L'apparition de nouvelles étoiles était immédiatement notée et puis ensuite devait être interprétée en termes de l'astrologie chinoise de cette époque pour l'empereur.
Alors voilà la carte de ce qui nous reste. Si vous êtes un peu familier avec le ciel, vous reconnaissez d'abord un système de coordonnées avec le système polaire, avec l'étoile polaire en haut à droite, et puis des lignes de coordonnées vers le centre, un peu plus bas que le centre. Regardez bien, vous allez reconnaître Orion. On voit les 3 rois mages, les 2 bras, les 2 jambes d'Orion. Un peu à droite, un petit cercle blanc, plus large que les autres détails de ce dessin. Au centre de ce cercle blanc, c'est là que cette supernova est apparue. Elle était très visible, même en plein jour. Elle était plus brillante que Vénus, quelque part entre Vénus et la Lune. Ces astronomes chinois ont noté non seulement sa position, que vous trouvez là, mais ils ont aussi noté l'évolution de sa lumière. Ils ont remarqué qu'après avoir été passée par un maximum très intense, elle décroissait progressivement de jour en jour, de mois en mois, et qu'après 1 an ou 2, elle n'était plus visible, même la nuit. Grâce à ces archives très précises, nous avons eu la possibilité, dès que nos télescopes ont été assez puissants et assez performants, de regarder dans cette direction, et nous avons vu l'image précédente et cette image-ci. Voilà à nouveau le résultat de cette explosion. Cela s'appelle la nébuleuse du Crabe, et vous la voyez dans une imagerie infrarouge qui vous révèle très bien la quantité formidable de filaments qui se trouvent dans ce gaz, qui montre très bien aussi, qui illustre l'état d'agitation de cette matière. C'est le résidu de cette explosion fantastique. On a pu aussi l'étudier en ultraviolet et montrer que dans cette masse, il y a énormément de particules très rapides qui sont comme des rayons cosmiques, mais concentrés à l'intérieur de cette masse et qui émettent un rayonnement bleu que nous appelons le rayonnement synchrotron, rayonnement que nous connaissons bien sur la Terre puisque nous le retrouvons quand nous accélérons des particules dans des accélérateurs. Donc on peut dire d'une certaine façon que la nature a déjà inventé l'accélérateur, il était déjà présent dans le ciel avant que les êtres humains l'inventent, et c'est régulièrement le cas dans l'histoire des sciences. Chaque fois qu'on invente quelque chose, qu'on met sur pied une technologie, on s'aperçoit que la nature est passée là bien avant nous. Les supernovas sont des super bombes atomiques et ce sont aussi des super accélérateurs. Il y a cette impression de passer toujours en second, un peu ce qui serait passé si Sir Hillary, en arrivant sur le sommet du mont Everest, avait vu des traces de quelqu'un qui est déjà passé par là. Alors ces phénomènes donc représentent pour nous quelque chose d'analogue, même à une échelle beaucoup plus explosive et cataclysmique que les nébuleuses planétaires qu'on a vues tout à l'heure, puisque c'est le même phénomène. En gros, dans ces très hautes températures, des nouveaux noyaux se sont formés jusqu'au fer, jusqu'à l'uranium, et ces noyaux maintenant sont dispersés dans l'espace à des distances considérables, et là peuvent être réintégrés à la masse nébulaire de la galaxie et peuvent éventuellement donner naissance à de nouvelles étoiles. Au centre de cette nébuleuse du Crabe, il y a aussi un résidu, mais ça n'est pas une naine blanche, comme dans le cas des petites étoiles. Ce résidu est beaucoup plus exotique, si on peut dire. C'est une étoile beaucoup plus compacte, qui peut être soit une étoile à neutrons, soit un trou noir. Une étoile à neutrons, c'est quoi? C'est une étoile très 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 compactée. La masse peut être à peu près la masse du Soleil. Le volume peut être d'une vingtaine de kilomètres de rayon. Vous voyez, c'est tout petit, à peine la dimension de la ville de Montréal. La densité est extraordinaire. La densité ici se chiffre en milliards de tonnes par mètre cube. Si vous voulez, c'est à peu près l'équivalent de comprimer un grand pétrolier dans le volume d'une tête d'épingle. Voilà à peu près la densité dans une étoile à neutrons. Cet objet, l'étoile à neutrons, est petit, tourne très vite, dans certains cas tourne à 30 fois par seconde, donc on a même des étoiles à neutrons qui tournent 1000 fois par seconde sur elles-mêmes, et cette étoile à neutrons n'est pas lumineuse sur toute sa surface, mais seulement en 2 points de sa surface, probablement les pôles. Imaginez une étoile qui soit noire et dont les seuls points lumineux soient les pôles. Imaginez que l'axe de rotation ne coïncide pas avec l'axe où se trouvent les pôles. À ce moment-là, enfin les points lumineux, plus exactement, non pas les pôles, mais les points lumineux. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Il va se passer que l'étoile va agir comme un phare. Un phare, c'est très exactement ça. C'est un volume qui n'émet du rayonnement que par 2 points. Et ces 2 points,
en émettant ce rayonnement balaie l'espace, et si on se trouve à une certaine distance, le phare a l'air de s'allumer et de s'éteindre. On sait bien que ce n'est pas le cas, puisqu'en fait, il y a toujours le faisceau lumineux, mais le faisceau lumineux ne balaie votre regard qu'à certains moments. Eh bien, le pulsar, l'étoile à neutrons, qui se comporte comme cela, s'appelle un pulsar. Ça a l'air de pulser, mais ça ne pulse pas, c'est l'effet d'un phare. L'étoile à neutrons va se comporter de cette façon. Et l'étoile qui est au centre de la nébuleuse du crabe, c'est-à-dire le résidu de l'explosion de cette étoile massive qui a donné naissance à la nébuleuse du crabe, s'est effondrée jusqu'à devenir une étoile à neutrons qui brille en 2 points. Ces 2 points en font un pulsar, et cette étoile à neutrons s'allume et s'éteint 30 fois par seconde. Sur l'image que vous avez devant vous, vous avez en haut 3 étoiles et en bas 2 étoiles. Vous retrouvez 2 de ces étoiles, mais la 3e, qui est un peu en bas de celle qui est au centre, cette fois-là n'est pas visible. Et bien là, vous avez le cas où le pulsar brille, et puis un petit peu après, le cas où il ne brille plus. On va retrouver ça plus en détail ici, par une séquence de photos qui s'étendent sur 1/30 de seconde, et progressivement de la gauche vers la droite, si vous regardez de près, vous allez voir cette même étoile, celle qui est en bas à droite de l'étoile centrale, qui dans la première image n'est pas visible, et puis ensuite devient visible, et ensuite disparaît, et redevient visible, et redisparaît. En bas, on a montré la variation de l'intensité de cet objet. De ce pulsar, on voit un premier maximum et puis ensuite un second maximum, plus grand encore. Ce phénomène de la création d'étoiles très denses, avec des densités fantastiques, est extrêmement important pour l'astrophysique. C'est un laboratoire éventuel, potentiel, d'étude de la matière nucléaire à très grande densité. Ces densités sont telles que les protons et les neutrons se touchent, et qu'il n'est pas impossible que dans cette matière, non seulement les protons et les neutrons se touchent, mais qu'on retourne à cet état de quark que nous avons décrit au début, que la matière soit comme refonde de l'état proton-neutron à l'état de quark, et donc qu'on ait devant soi quelque chose comme ce plasma de quark qui existait au tout début de l'univers. Il est possible qu'au centre de ces objets, on retrouve donc ces conditions de très haute densité et de très haute température qui existaient au tout début de l'univers, et c'est particulièrement intéressant d'étudier ces objets. Cas encore plus exotique, certaines étoiles encore plus massives s'effondrent, et le résidu central, naine blanche pour le Soleil, étoile à neutrons dans le cas du crabe, peut se compacter encore plus, et si son rayon devient inférieur à environ 15 km, alors on ne le voit plus. Pourquoi est-ce qu'on ne le voit plus? Parce que le champ de gravité de cet objet est tellement intense que même la lumière n'arrive plus à en sortir. La lumière se comporte à ce moment-là un peu comme l'eau des fontaines. L'eau des fontaines monte dans l'espace et retombe sur la Terre parce que la vitesse d'éjection, parce que l'énergie de l'eau n'est pas suffisante pour permettre à l'eau de s'échapper dans l'espace. De même, autour d'un trou noir, le champ de gravité est tellement important que même la lumière n'arrive pas à s'échapper dans l'espace et retombe sur elle-même. Et cela pourrait donner naissance à des trous noirs. Il se peut, et on a même de bonnes raisons de penser, que dans certains systèmes stellaires que nous connaissons, il y a effectivement des trous noirs qui ont été créés par la mort, suite à la mort d'une étoile massive, suite à l'explosion de supernova, implosion du noyau central, masse suffisante pour que la matière ne soit pas en mesure de retenir, d'empêcher l'effondrement. L'effondrement se produit jusqu'au moment où le champ de gravité est trop intense pour laisser sortir la lumière. Et cela serait une des possibilités, une des origines possibles des trous noirs dans notre ciel. Nous allons parler maintenant de la fameuse supernova de 1987 qui a joué un rôle et qui continue à jouer un rôle si important dans l'histoire de l'astronomie, dans le développement des théories astronomiques. Ça se passe dans les nuages de Magellan, dans le grand nuage de Magellan.
celui que vous voyez en ce moment à l'écran, qu'on a vu déjà, qu'on a exploré déjà auparavant, et vous allez voir dans la photo suivante ce qui s'est passé ce matin du 23 février 1987. En bas, vous voyez une région très active de formation d'étoiles, et au-dessus de cette région active, à peu près au centre de l'image, un tout petit peu au-dessus, vous voyez un point lumineux. Ce point lumineux est apparu précisément à cette date. Il était tout à fait absent avant cela. Ce point lumineux est visible à l'œil nu, ce n'est pas une étoile très brillante, mais pour l'œil exercé de quelqu'un qui s'y connaît, il est tout à fait reconnaissable. C'est bien ce qui s'est passé quand un astronome canadien, Ian Shelton, ayant travaillé toute la nuit au télescope, dans un télescope situé au Chili, a fermé le télescope le matin et, voulant rentrer chez lui, s'est aperçu qu'en regardant le ciel, il y avait cet objet très particulier. Alors immédiatement, il est rentré dans son observatoire, il a remis les machines en marche, il a bien noté la présence de cet objet et il a communiqué cette nouvelle à l'ensemble de la communauté astronomique, puisque nous avons aujourd'hui des moyens très rapides de rendre de telles informations accessibles à toutes les communautés astronomiques. À ce moment-là, une quantité de télescopes se sont braqués sur cet objet, des satellites X qui étaient dans le ciel, des radiotélescopes, enfin tout ce qui était possible a été utilisé pour regarder cet objet. Cet objet, c'est précisément la mort d'une étoile, une étoile dont la mort nous a été visible ce matin du 23 février 1987. En fait, il faut bien se dire que ce qui est arrivé ce matin-là, ça n'est pas la mort de l'étoile, c'est la nouvelle de la mort de l'étoile, c'est-à-dire c'est l'arrivée au sol, à la Terre, du flash lumineux nous annonçant la mort de cette étoile. En fait, cette étoile était morte depuis déjà 170 000 ans. 170 000 ans, c'est le temps qu'il faut pour que le flash lumineux émis au moment où cette étoile explose en supernova, le temps qu'il faut pour que cette lumière arrive jusqu'à nous. De même, la nébuleuse du Crabe, dont on a parlé tout à l'heure, n'est pas morte en 1054, mais elle est morte 6000 ans auparavant. En fait, là, vous voyez, l'explosion du Crabe est arrivée plus tard que l'explosion de la supernova de Magellan, mais comme l'explosion de Magellan est beaucoup plus loin, il y a eu ce retard d'environ 1000 ans. Alors cet objet, on continue à l'étudier depuis longtemps et on a appris énormément de choses sur l'évolution des étoiles, et ça a été en particulier une confirmation assez extraordinaire d'une idée que les astrophysiciens avaient depuis longtemps, mais dont ils n'étaient pas certains. Bien sûr, on fait des théories, on pense qu'elles sont bonnes, on espère qu'elles sont bonnes, mais il est toujours encourageant que la nature nous envoie un message nous disant « oui, vous êtes sur la bonne voie ». Dans certains cas, elle dit plutôt le contraire. Dans le cas de cette supernova, ça a été une magnifique confirmation. Dans l'image que vous avez devant vous, c'est à nouveau la supernova. L'image de gauche, au bout de la flèche, c'est une photo du ciel dans cette région avant ce 23 février 87, et à droite, c'est après cette explosion. Donc vous voyez de façon très claire l'apparition de cette supernova. Cette supernova nous a rendu des services extraordinaires. En particulier, elle a confirmé pour nous une hypothèse fondamentale qui était ceci. Les astrophysiciens croyaient que les supernovas, certains types de supernovas, pas toutes, mais certains types de supernovas, sont engendrés au moment où une étoile, n'ayant plus de source d'énergie interne, s'effondre sur elle-même, ce qui donne une implosion qui ensuite se transforme en explosion. C'est ce que je vous ai présenté auparavant. C'est ce que l'on croyait, mais évidemment, quelle preuve définitive pouvions-nous en avoir? Il s'agit là, bien sûr, d'extrapolation. Nous n'avons pas la possibilité d'expérimenter sur des étoiles au laboratoire. On fait des extrapolations basées sur la physique, mais on s'avance toujours en terrain plus ou moins difficile et on n'est jamais tout à fait certain d'avoir raison. Cette supernova nous l'a prouvé. Pourquoi? Parce que cet effondrement de la matière jusqu'à des densités très grandes, densités de milliards de tonnes par centimètre cube, amène les noyaux et les nucléons, les protons, à se toucher. Et nous savons que dans un tel effondrement, il y a production d'une particule dont nous avons parlé, qui est le neutrino.
La théorie nous dit que si vous effondrez cette matière jusqu'à de telles densités, il y aura forcément, au moment où ça rebondit, parce que c'est bien ce qui se produit, ça rebondit, au moment où ça rebondit pour partir, il doit y avoir un flash de neutrinos d'énergie assez élevée, qui est dispersé dans l'espace. Et donc, la théorie faisait une prédiction. S'il est vrai que les étoiles supernovas explosent, doivent leur grande luminosité à cause de ce phénomène d'implosion suivi d'une explosion, alors on devrait avoir un flash de neutrinos. C'est très précisément ce qui s'est passé. Au moins 2 détecteurs au sol, un détecteur américain, un détecteur japonais et peut-être un détecteur italien, on n'est pas sûr que les données soient tout à fait valables, mais au moins 2 détecteurs ont reçu à ce moment-là un flash de ces particules que nous appelons les neutrinos. Les neutrinos ne sont pas faciles à détecter. Il ne suffit pas d'avoir un télescope, il faut avoir d'immenses réservoirs de liquide dans lesquels les neutrinos puissent interagir et laisser des signaux perceptibles, reconnaissables. Ce que vous avez devant vous, c'est précisément l'image renvoyée par l'informatique de ce qui se passait dans ces réservoirs. Les cubes vous représentent la dimension, le volume dans lequel cette matière sensible aux neutrinos est confiné, et l'ensemble de points blancs que vous voyez au centre, c'est précisément la signature de l'événement. Cela représente l'arrivée d'un neutrino. C'est comme ça qu'on peut détecter ces neutrinos. Donc, la détection de ces neutrinos a été pour nous la preuve, la confirmation que nous sommes sur la bonne voie quand nous prétendons que les supernovas impliquent l'implosion d'une matière jusqu'à des densités qui sont comparables à la densité des noyaux, qui sont telles que les nucléons, les protons et neutrons non seulement se touchent, mais interagissent avec eux-mêmes et se transforment en un grand nombre d'autres particules, dont en particulier les neutrinos. Ça a été pour les astrophysiciens un réconfort quant à la valeur de leur théorie. Alors il y a eu un autre événement important aussi en rapport avec cette supernova, c'est que, bien sûr, on a suivi son évolution au cours du temps, et vous voyez devant vous les dates, février 87, et puis ensuite cette courbe continue jusqu'à vers la fin de cette année, mai-juin. En fait, maintenant, on la poursuit jusqu'à maintenant, et en ordonnée, vous avez la luminosité de cet objet. Alors, vous voyez comment le 23 février, elle grimpe brusquement jusqu'à une certaine valeur. Cette valeur était très élevée. Cet objet, cet astre, est devenu à peu près 30 millions de fois plus brillant que le Soleil. C'est quand même quelque chose. 30 millions de fois plus brillant que le Soleil en quelques heures, avec un flash de neutrinos. Et puis ensuite, une remontée lente. Et à partir de là, une redescente. Et depuis cette période, cela descend progressivement. Maintenant, elle est passablement plus faible qu'elle l'était à ce moment-là. Mais nous continuons à l'étudier. Et surtout, information de la plus grande importance, on a observé avec des télescopes à rayonnement gamma, comme je vous ai dit, on a mis toute la batterie, tout l'arsenal des détecteurs pour étudier cet objet. On a eu le bonheur de découvrir, à peu près 1 an après l'explosion, au moyen de télescopes à rayonnement gamma, des photons, ce que nous appelons des raies nucléaires, qui nous montraient qu'effectivement, il y avait dans cette étoile, il y avait eu production de fer. Il y avait eu production de nickel, de cobalt et de fer. Et ça aussi, c'était une formidable confirmation, parce que tout ce que je vous ai raconté, bien sûr, sur la création des éléments dans les étoiles, il y a des parties qui sont observées, mais une très grande partie reste encore non observée, spéculative. Et cette idée, donc, que les noyaux lourds, et en particulier le fer, sont produits dans les explosions de supernovas, sont produits dans l'évolution des étoiles et puis dans l'explosion des supernovas, était une idée qui restait à confirmer. Et l'observation de cette supernova, l'arrivée après un certain temps de ces raies qui manifestaient que cette matière, ce noyau de fer qui s'était formé, avait pu, par l'explosion, se dégager, se propager vers l'extérieur de l'enveloppe de la supernova, atteindre la surface
Et ces noyaux de fer sont des noyaux radioactifs, ce n'est pas le fer que nous connaissons, ce sont des précurseurs du fer, en particulier du nickel et du cobalt, qui se transforment en fer dans des transmutations nucléaires. Eh bien, cette transmutation a pour résultat d'émettre du rayonnement gamma à des énergies d'environ 1 million d'électronvolts, 2 millions d'électronvolts, et ces rayonnements gamma ayant été détectés par ces détecteurs, nous ont confirmé, là aussi, que nous sommes sur la bonne voie, que non seulement les supernovas naissent comme nous pensons qu'elles naissent, un certain type de supernovas, il y en a un autre type, qui naissent de façon différente, mais aussi que les supernovas et les étoiles en général sont bien les lieux où se fabriquent les atomes du cosmos et en particulier le fer. Et on a pu même montrer que la quantité de fer fabriquée par une supernova était tout à fait de l'ordre de comparable avec les quantités que l'on est en droit de calculer si on veut supposer que tout le fer de notre galaxie a été formé par des supernovas. Ce phénomène d'explosion de supernova est un phénomène qui se passe régulièrement dans la galaxie depuis des milliards d'années. Nous avons parlé de 2 supernovas dites historiques, c'est-à-dire qui ont été observées par les êtres humains. Mais il y a aussi des supernovas plus anciennes, peut-être observées par des êtres humains, mais dans des périodes où on ne tenait pas des archives comme les Chinois. Ce que vous voyez devant vous, cela s'appelle la dentelle du cygne. Sur un fond de ciel extrêmement lourd, extrêmement chargé, on est dans la Voie lactée en ce moment, c'est pour ça qu'il y a une telle densité d'étoiles. Vous distinguez une espèce de frange lumineuse qui part en haut à gauche et qui descend vers le bas à droite. Cela s'appelle la dentelle du cygne. Pourquoi le cygne? Parce qu'on est dans la constellation du cygne, une constellation qui se trouve à peu près au zénith en été, vers 11h minuit. Et la dentelle, bien sûr, parce que cela a une forme vraiment de dentelle. Il s'agit là du reste, du rémanent, comme on dit, d'une explosion de supernova qui a eu lieu il y a plus de 30 000 ans. Cette explosion a certainement été visible à nos ancêtres du Néandertal, puisqu'on calcule que l'énergie dégagée par cette supernova était suffisante pour lui donner la luminosité de la pleine lune telle qu'elle est vue au sol. Malheureusement, l'écriture n'existait pas à cette époque et nous n'avons pas d'archives. Pourtant, grâce à notre connaissance de l'astrophysique et des lois de la matière, nous pouvons retracer cette période et nous pouvons donc évaluer la date de cette explosion à environ 30 000 ans. L'étoile qui a explosé était vraisemblablement en haut à droite de l'image, c'est-à-dire plus ou moins au centre géométrique de cette lunule, de cette dentelle du cygne que nous voyons apparaître. C'est un phénomène particulièrement important que nous allons rapprocher d'un autre phénomène dont nous avons parlé auparavant. Rappelez-vous de ce dessin qui représente la constellation d'Orion. On reconnaît la constellation, les étoiles sont en blanc, et on voit autour, à gauche de cette constellation, une sorte de lunule que nous avons appelée la boucle de Barnard. Eh bien, on a toute raison de penser que cette lunule, visible en optique aujourd'hui au télescope optique, a été également engendrée de la même façon. Il s'agit du résidu d'une ou vraisemblablement plusieurs supernovas qui ont éclaté dans la région centrale de la constellation il y a quelques millions d'années. Quelques millions d'années, c'est tout à fait suffisant pour permettre à la matière de se propager dans l'espace jusqu'à la distance que nous voyons là. Cela nous rappelle aussi quelque chose que nous allons retrouver sur notre diagramme. Rappelez-vous de ce dessin de la galaxie, des galaxies. Ce sont des galaxies spirales vues de face. Rappelez-vous que j'ai mentionné que les galaxies spirales ont des bras spiraux qui sont doubles. Une partie des bras est sombre, c'est la partie la plus intérieure. Dans les photos, on voyait très bien une séquence de nuages noirs associés les uns aux autres, et ensuite une partie plus brillante qui représentait la partie donc plus lumineuse des bras spiraux.
Rappelez-vous aussi ce que j'ai dit, la galaxie tourne sur elle-même dans un mouvement comme ceci, mais les étoiles elles-mêmes tournent par rapport à la galaxie. C'est-à-dire que les étoiles ne sont pas fixées dans les bras de la galaxie, mais ils se déplacent d'un bras à l'autre. Par exemple, notre Soleil a un mouvement à peu près comme ceci. Il va d'un bras vers la région entre les bras, et puis ensuite entre dans un bras, sort de ce bras et revient et complète son cercle. La période de ce passage est d'environ 200 millions d'années, et en 200 millions d'années, il fait donc un tour complet, bras, interbras, bras, interbras. Il n'y a pas que les étoiles qui font cela, il y a aussi les nuages interstellaires, ces masses nébulaires qui sont responsables de la formation des étoiles. Et maintenant, nous allons revoir une situation intéressante, nous allons comprendre pourquoi dans Orion, nous avons à la fois des étoiles nouvelles et aussi ce rémanent de supernova. Les étoiles, donc, suivons le trajet d'une masse de gaz qui se déplace, qui suit son parcours dans la galaxie. Cette masse de gaz parcourt donc cette région, et en arrivant dans cette région ici, pour des raisons que je ne peux pas décrire en ce moment, la masse de gaz est décélérée, sa vitesse décroît rapidement, elle s'effondre sur elle-même et elle donne naissance à toute une portée d'étoiles. Parmi ces étoiles, il y a des étoiles petites et des étoiles grosses. Rappelez-vous que les étoiles grosses sont très brillantes et vivent très peu. Alors ces étoiles massives qui sont formées ici commencent à briller quelque part ici. Rappelez-vous que pendant que ces événements se passent, l'ensemble est transporté dans ce mouvement autour de la galaxie. Quelque part ici, les étoiles supergéantes bleues apparaissent. C'est elles qui donnent cette forme très brillante, cette luminosité particulière aux bras spiraux. Et les étoiles de très grande masse ont une vie si courte que par rapport à cette période de rotation de 200 millions d'années, ils ne se déplacent pas très loin, ils n'arrivent qu'à sortir que très peu des bras spiraux. Mais dans certains cas, certaines de ces supernovas éclatent dans le bras spiral lui-même. Cela vous explique pourquoi, dans une région de formation d'étoiles, comme la constellation d'Orion, il y a à la fois des nuages interstellaires, étoiles en train de se former, des étoiles nouvelles, comme par exemple l'étoile Mamage, et toutes les étoiles que nous voyons maintenant sur notre écran, ce sont des étoiles qui se sont formées très récemment, et de plus, les restants de supernova, les marques de la présence de l'explosion d'une supernova qui est présente, qui entoure cette région de formation d'étoiles, et bien que tout cela soit superposé, et bien pour nous, la preuve que dans les régions de formation d'étoiles, il y a naissance, vie et mort en même temps, simultanée de certaines étoiles, et cela donc s'explique bien en termes de ce passage de cette matière de l'intérieur des bras vers la région plus brillante et vers la région des supernovas. Nous allons maintenant revenir à cette dentelle du cygne et nous allons la voir plus en détail. Voici un agrandissement de cette région. Vous voyez très bien maintenant ces lambeaux d'étoiles, ces débris d'étoiles dispersés dans l'espace qui sont en train de se résorber et qui contiennent bien sûr tous ces atomes précieux que l'étoile a fabriqués pendant sa carrière nucléosynthétique. Là aussi, c'est un agrandissement encore de la dentelle du cygne. Ce qui est très important pour nous maintenant, c'est que ces régions, ces lambeaux d'étoiles qui sont à basse température vont devenir de véritables laboratoires de chimie interstellaire. C'est là que vont se fabriquer les molécules et les grains de poussière qui vont donner naissance aux planètes, qui vont permettre sur ces planètes la poursuite de la structuration de l'univers. Cette photo nous montre également un phénomène important pour les astronomes. Nous avons donc dans notre galaxie des supernovas, mais il n'y en a pas très souvent, et les astronomes, au lieu d'attendre que les supernovas se passent chez nous, explorent les galaxies voisines, et comme les galaxies voisines sont nombreuses, on observe pratiquement à 2 ou 3 ou 4 par an la présence de supernovas dans une galaxie extérieure. Vous avez là une galaxie spirale, un peu semblable à la nôtre, et vous avez au bout de la flèche, en haut, un point lumineux. Ce point lumineux était absent dans la photo qui a été prise précédemment de cette galaxie. Cela représente une supernova telle qu'elle est apparue un certain jour, telle qu'elle a été photographiée, détectée un certain jour dans une plaque photographique.
Vous voyez que ce point lumineux, qui ne paraît pas très brillant à l'échelle de la galaxie, en fait, si je vous rappelle qu'une galaxie, ça contient 100 milliards d'étoiles comme notre Soleil, vous prenez conscience de l'importance de ce point, de la luminosité de ce point. Certaines supernovas atteignent 300 millions de fois la luminosité du Soleil, et même dans certains cas, jusqu'à 3 milliards de fois la luminosité du Soleil. Donc des éclats, des cataclysmes qui sont visibles pratiquement jusqu'aux limites de notre univers visible. Les astronomes donc observent régulièrement, et aujourd'hui nous avons même des systèmes de monitorage qui nous permettent d'étudier systématiquement les galaxies extérieures pour détecter ces événements. On aime bien les prendre très tôt après leur arrivée pour arriver à voir non seulement le phénomène complètement dans son éclat maximum, mais aussi dans les heures qui précèdent, on aime bien le prendre très tôt pour voir comment ça se passe, comment cette luminosité monte en fonction du temps. L'action maintenant va se passer dans ces rémanents de supernovas qui vont devenir des laboratoires de chimie interstellaire dans lesquels des molécules nouvelles vont se former. Bien sûr, la combinaison de l'hydrogène et de l'oxygène peut donner de l'eau. Avec du carbone, on obtient des hydrocarbures et de l'hydrogène. On obtient comme ça toute une collection de molécules, non seulement des molécules simples comme celles dont j'ai parlé, mais même des molécules relativement complexes qui vont jusqu'à quelques dizaines d'atomes. On a observé par exemple une grande quantité de molécules d'alcool. L'alcool que nous buvons, nous en retrouvons des molécules un peu partout dans l'espace, non seulement au voisinage de notre Terre, mais aussi au voisinage des étoiles les plus lointaines et jusque récemment dans des galaxies passablement éloignées. C'est là un des chapitres les plus intéressants de la radioastronomie, c'est l'étude de la détection dans notre espace interstellaire et dans les galaxies éloignées de ces molécules interstellaires qui ont été engendrées par la combinaison de ces atomes simples qui émergeaient des étoiles au moment de l'explosion, au moment de leur mort. Vous avez ici un exemple d'une molécule, je ne sais pas si celle-là exactement on la trouve dans l'espace, mais c'est un peu pour montrer qu'on découvre des structures moléculaires relativement complexes et que déjà l'espace possède une certaine fertilité sur le plan de l'association moléculaire, sur le plan de l'apparition de structures liées par la force électromagnétique. Il n'y a pas que des molécules qui apparaissent, il y a aussi quelque chose qui ressemble à des molécules, qui est une sorte de molécule, mais que nous allons appeler des grains de poussière. Les grains de poussière, on en a déjà vu, on en a déjà parlé, il y en a beaucoup dans l'espace. Cette image des Pléiades, l'image brouillée de ces étoiles par ces espèces de cirrus, de filaments, nous savons que ces filaments sont constitués de l'accumulation de myriades de ces petites poussières. Une poussière interstellaire, eh bien nous avons pu en capturer avec des avions qui sont allés les chercher au-delà de la Terre. Et voilà ce que ça donne quand on la regarde au microscope. Une poussière interstellaire, c'est un petit grain de sable essentiellement. C'est tout petit. Ce que vous avez là, la dimension, c'est d'environ 1 micron, c'est-à-dire 1 millième de millimètre. Ça n'est pas visible à l'œil nu. C'est à peu près la dimension des grains de la poudre de talc. Vous savez très bien qu'on ne peut pas voir les grains individuels de la poudre de talc comme on peut voir les grains de sable. Et pourtant, c'est déjà passablement compliqué. Regardez cette forme assez biscornue. Eh bien, ces grains de poussière, donc, sont formés d'atomes, surtout d'oxygène et de silicium. Et si maintenant on veut en voir la structure atomique, ça donne à peu près quelque chose comme ça. C'est un réseau très serré d'atomes d'oxygène et d'atomes de silicium pris dans une maille cristalline qui s'étend sur des dimensions assez grandes. C'est tout à fait la structure donc de nos grains de sable qu'on retrouve comme ça dans l'espace. D'où viennent ces grains de sable? Eh bien là aussi, l'origine est la même que pour les molécules dont on a parlé tout à l'heure. Ce sont des molécules cristallines, pourrait-on dire, qui sont composés d'atomes de silicium et d'oxygène. Et d'où viennent ces atomes de silicium et d'oxygène? Bien sûr, du centre des étoiles qui, pendant leur vie, ont fabriqué ces atomes grâce à des réactions thermonucléaires.
Et ensuite, ces atomes ont été éjectés à la mort de l'étoile, ou bien sous forme de nébuleuses planétaires, ou bien sous forme d'explosion de supernova. Dans les rémanents de supernova, il y a des quantités donc d'atomes de silicium et d'oxygène qui se combinent pour donner ces grains de poussière. Et ces grains de poussière, à leur tour, vont jouer un rôle fondamental dans l'élaboration des systèmes planétaires autour des étoiles. Alors comment ça se passe? Eh bien, chapitre suivant, voilà donc tout le matériel dispersé dans l'espace. Ces grains de poussière, comme les molécules dont on a parlé tout à l'heure, se dispersent et sont soumises à quelque chose dont nous avons parlé auparavant, qui est le rayonnement cosmique. Voilà ce qu'on pense de la constitution de ces grains dans l'espace. Il y a un petit noyau rocheux, celui qui est composé d'atomes de silicium et d'oxygène, et sur ce grain se sont déposées ce que nous appelons des glaces. Les glaces, c'est de l'eau gelée, il fait très froid, mais ça peut être aussi du gaz carbonique, de ce qu'on appelle de la neige carbonique, du méthane, de l'ammoniac, qui, à ces températures, sont glacés et peuvent former comme une petite couche, un petit vernis autour de ces grains rocheux. C'est l'équivalent d'une toute petite planète avec un noyau rocheux et un océan glacé autour de ce noyau rocheux. Ces grains de poussière sont soumis continuellement au rayonnement cosmique. Nous avons vu que le rayonnement cosmique joue un rôle important puisque nous l'avons vu en train d'engendrer les éléments lithium, beryllium et bore. Nous le retrouvons à nouveau. Sous l'impact de ces rayonnements cosmiques, il se produit des réactions chimiques. Ces réactions chimiques peuvent accélérer la formation des molécules, c'est-à-dire qu'à la surface des grains, des atomes qui sont excités, qui sont amenés à des niveaux d'excitation importants, qui reçoivent beaucoup d'énergie par ce rayonnement cosmique, peuvent s'associer, faire des molécules, et ces molécules, après un certain temps, quittent le grain de poussière et s'en vont dans l'espace. Donc on pense que là aussi, le rayonnement cosmique joue un rôle important. Il serait une sorte de catalyseur de la production de molécules dans l'espace interstellaire. Puis ces grains de poussière se dispersent, se propagent, se répandent dans les nuages interstellaires dont nous avons parlé récemment. Et là, nouveau chapitre, ces nuages interstellaires, certains d'entre eux vont se condenser pour former des étoiles. Donc nous revenons à ce chapitre de la formation des étoiles. Imaginez par exemple un grand nuage de matière, de gaz et de poussière qui tourne sur lui-même, qui s'effondre, qui se concentre sous l'effet de la gravité, et en s'effondrant, qui devient un disque. La rotation l'amène à prendre une forme de disque. Et nous allons maintenant assister à la naissance d'une étoile très particulière qui nous intéresse, c'est le Soleil. Voilà comment on pense que le Soleil est apparu à partir d'une nébuleuse de gaz et de poussière qui porte le nom maintenant de nébuleuse protosolaire, puisque bien sûr, c'est la nébuleuse qui, dans notre esprit, a créé le Soleil et le système solaire il y a 4 milliards 500 millions d'années. Alors vous avez des images successives sur l'écran dans lesquelles vous voyez d'abord ce disque en rotation rapide, aplati sur le pourtour, et de ce disque, la condensation de ces poussières va donner naissance au Soleil au centre, poussière et gaz pour le Soleil. À l'extérieur, ce sera surtout les poussières. Alors regardez l'étape préliminaire, ce disque en rotation rapide sur lui-même, et puis regardez maintenant le travail fini sous forme d'une maquette. Voilà le résultat, le système solaire. La partie centrale de la nébuleuse s'est condensée pour former le Soleil. À la périphérie, le matériau qui circulait en orbite autour de cette nébuleuse s'est condensé à son tour pour former à leur place respective les différentes planètes, petites près du Soleil et plus grosses plus loin, parce que comme il fait suffisamment froid, elles peuvent retenir aussi des gaz légers comme l'hydrogène et l'hélium. Vous voyez aussi au-dessus de ce plan du système solaire l'orbite d'une comète. Les comètes ont ceci de particulier qu'elles ne sont pas généralement situées dans le même plan. Ce plan, je vous le rappelle, nous en avons parlé au tout début, c'est le plan du zodiaque et de l'écliptique. C'est le plan dans lequel se trouvent la Lune, le Soleil et les planètes quand nous les regardons dans le ciel, et c'est ce qui explique pourquoi tous ces objets sont toujours situés dans la même fraction du ciel. Alors comment ça se passe pour que des grains de poussière s'accumulent pour former des
planètes aussi massives que nos planètes, la Terre, la Lune, eh bien, c'est par une accumulation progressive de ces grains de poussière, sous l'effet des forces chimiques qui les amènent à se lier, plus tard sous l'effet de la force de gravité qui va compléter le travail. Ce que vous voyez ici, c'est une étoile filante. Une étoile filante, c'est pour nous un spécimen précisément d'un petit objet formé de grains de poussière. Ces étoiles filantes que nous voyons dans notre ciel nocturne, en particulier au mois d'août, où nous sommes particulièrement bien placés pour les voir, ce sont des petits cailloux dont les dimensions sont de quelques grammes. C'est à peu près gros comme une cerise ou un peu plus gros. Ces petits cailloux qui se baladent un peu partout dans le système solaire, il y en a un très grand nombre. Généralement, elles sont d'origine cométaire, elles viennent de la désintégration des comètes. Ces petits grains de poussière, à l'occasion, petits cailloux plutôt, frappent l'atmosphère et en entrant dans l'atmosphère, elles se réchauffent par le frottement, par le ralentissement que provoque l'entrée dans l'atmosphère et elles font ce tracé lumineux qui nous montre l'endroit où le grain de poussière, le petit caillou, s'est volatilisé. Devant vous, vous avez une étoile filante particulièrement importante, ça devait être un caillou un peu plus gros, puisque au bout de son parcours, il y a vers le bas cette espèce de tache blanche élargie qui représente quelque chose comme l'explosion, ça a tellement chauffé que ça a explosé. Donc les étoiles filantes sont pour nous la manifestation de l'existence de ces petits corps qui se sont formés à partir des grains de poussière qui existaient dans l'espace et qui provenaient de la mort des étoiles massives ou moins massives. La Terre reçoit continuellement du matériau rocheux comme celui-là, et au cours des années, on a pu progressivement étudier la distribution du volume, des masses des corps qui tombent sur la Terre. Dans le diagramme que vous voyez ici, vous avez en bas, en abscisse, la masse des grammes jusqu'à 1 gramme à droite, 1 microgramme et un microgramme à gauche. En haut, vous avez cette bande sombre, cette bande blanche, présente le nombre, la quantité de ces météorites qui tombent sur la Terre ayant une masse donnée. Vous voyez qu'il tombe énormément de tout petits météorites qu'on appelle des micrométéorites qui ne sont pas visibles à l'œil nu, qui sont visibles par les observations radio puisqu'ils laissent une traînée radio. Et puis ensuite, on voit qu'il tombe de moins en moins des quantités plus faibles de météorites plus importants. Quand les météorites ou les étoiles filantes, c'est la même chose, les cailloux, disons, ont des dimensions qui approchent à peu près 1 gramme, cela donne naissance aux étoiles filantes. Et il tombe également des objets beaucoup plus massifs. On va voir par exemple un objet une météorite qui est tombée sur la Terre. C'est une météorite dont les dimensions sont d'environ 10 à 20 cm, qui pèse quelques kilogrammes. C'est une météorite qui est tombée sur la Terre il y a quelques années. Et ces météorites, on les étudie avec énormément de soin, parce qu'en les étudiant, on arrive à reconstituer quel était le passé du système solaire. Ce sont un peu comme pour nous des archives qui nous permettent de comprendre ces phénomènes que nous étudions. Ces météorites, ces pierres, on en a un autre exemple ici. Vous voyez que celui-là, il a été bien étudié, on l'a taillé, on a fait des carottes à l'intérieur. Les physiciens, les scientifiques variés essaient d'en avoir des fractions pour essayer de les soumettre à des analyses physiques, chimiques, géologiques. Et l'ensemble de tous ces travaux nous permettent d'apprendre des choses sur le passé de notre système solaire. Il faut bien dire que ces météorites sont des cailloux qui circulaient dans l'espace depuis vraisemblablement le tout début du système solaire. Ils ont été créés en même temps que la Lune, le Soleil et la Terre, et depuis ce temps, contrairement à la Terre, par exemple, qui a été beaucoup modifiée par des phénomènes géologiques, ils ont continué leur existence sans aucune modification, de sorte qu'ils ce sont de véritables archives des phénomènes qui ont donné naissance à ces cailloux par l'accumulation de ces grains de poussière et à partir desquels on peut arriver à reconstituer comment ça s'est passé. Une des opérations les plus communes dans l'étude des météorites consiste à les séparer en lames minces
qu'on prépare ensuite pour regarder au microscope, et ensuite à photographier ces lames minces, à éclairer ces lames minces avec de la lumière polarisée, et cela fait apparaître dans cette lame mince, dans cette pierre, des structures qui sont extrêmement intéressantes. Non seulement ça donne des images qui sont jolies, mais aussi vous voyez par exemple au travers de ce tissu de matière bleutée des taches roses. Ces taches roses, on a pu montrer qu'elles contiennent des renseignements extrêmement importants, puisque quand on en fait l'analyse chimique et isotopique, on découvre que ces lames roses ont des compositions chimiques et isotopiques. Les isotopes, c'est les variétés d'un même atome, hein, le carbone 12, carbone 13, ce sont les isotopes du carbone. On a pu montrer qu'il y avait là des mesures tout à fait curieuses qu'on peut interpréter aujourd'hui en termes de ceci. Ces grains, ces petits grains, ces inclusions, comme on dit, nous renseignent sur la présence de supernovas qui ont éclaté au voisinage du système solaire quand le système solaire était en formation. En d'autres mots, ils contiennent des isotopes très particuliers qu'on peut relier de façon à peu près certaine à l'existence d'éléments radioactifs qui ont été projetés en dehors d'étoiles qui se passaient au voisinage du système solaire. Rappelez-vous la constellation d'Orion. Rappelez-vous que dans Orion, on a vu que les étoiles en formation étaient dans le voisinage d'étoiles en train de mourir, de supernovas. Les supernovas éjectent donc toute leur matière. Dans cette matière, il y a des noyaux nouveaux, des atomes nouveaux. Certains de ces noyaux sont des noyaux radioactifs à relativement courte vie. Certains d'entre eux, par exemple, ne dureront pas plus de quelques millions d'années. Quelques millions d'années, pourtant, c'est suffisant pour que, après l'éjection, ils soient ensuite incorporés dans les grains de poussière et ensuite incorporés dans le tissu d'une météorite. Et l'analyse de cette météorite nous permet de retrouver non pas l'élément lui-même, mais l'élément dans lequel il s'est désintégré, c'est-à-dire la preuve qu'au moment où ce système solaire s'est formé, notre système solaire, notre Soleil, était dans une sorte de feu d'artifice de supernovas, qu'il y avait à cette période une quantité très grande de supernovas qui éclataient dans le ciel, tout à fait au voisinage de la Terre, tout à fait à l'image de ce que nous avons vu dans Orion, où dans Orion, il y a à la fois des étoiles en formation et des étoiles en train de mourir. Ces phénomènes, donc, sont étudiés par cette technique qui consiste à créer des lames minces. Ces lames minces nous renseignent donc sur la composition chimique isotopique des météorites et en particulier nous donnent des renseignements extrêmement précieux sur le voisinage cosmique de l'origine du lieu où sont apparus le Soleil, les planètes, les météorites et les comètes. En voici d'autres images. Voici un petit grain qu'on appelle un chondrule. Ça, c'est tout petit. La dimension, c'est de l'ordre de quelques millimètres, peut-être 1 centimètre. Les différentes couleurs, là aussi, nous renseignent sur les formations minéralogiques qui se présentent là. Et l'étude de ces formations minéralogiques, par exemple, dans quel état se trouve le fer, le manganèse, est-ce que le fer est plus ou moins rouillé, est-ce qu'il y a de l'oxygène ou pas d'oxygène, tout cela, c'est d'une très grande importance pour essayer de reconstituer ce problème encore très mal connu, en fait, de comment le système solaire s'est formé à partir de cette masse de gaz, à partir de ces poussières qu'on a vu naître dans les explosions d'étoiles et qui se sont assemblées autour du Soleil pour donner naissance au système solaire. Un autre phénomène d'une très grande importance quant à ce qui regarde les météorites, j'ai donc mentionné qu'il en tombait des petites, mais il en tombe aussi des grosses, comme celles que nous avons vues, et aussi des très grosses. Et cette image d'un cratère qui se trouve aux États-Unis, dans l'Arizona, est pour nous la preuve de la chute quelquefois de météorites de très grande dimension. Ce cratère a environ 1 kilomètre de diamètre, plusieurs centaines de mètres de profondeur. Si vous avez la chance d'aller dans l'Arizona, ne la manquez pas, c'est une des preuves de cette chute de météorites sur la Terre. Ces météorites, ces chutes de météorites, ces cicatrices laissées par les chutes de météorites, on va les trouver dans beaucoup d'astres du système solaire. Vous avez ici un satellite de Mars qui s'appelle Phobos, satellite de toute petite dimension, environ une trentaine de kilomètres de diamètre, et pourtant, vous voyez comment sa surface
est complètement marqué de ces cratères. Ces cratères nous donnent à la fois la preuve que ce satellite a été choqué, mais nous dit aussi comment les météorites, comment les planètes, comment les astres, les satellites, comment les planètes se forment. Ils se sont formés précisément par l'accumulation de ces collisions. À l'occasion, ces météorites qui tombent sur un objet céleste, sur un astéroïde, sur une petite planète ou sur une grosse planète, restent sur la planète et la planète croît en volume, croît en masse, et on a toute raison de penser que notre Terre, par exemple, s'est formée par l'accumulation d'astéroïdes comme celui-là, de météorites, de pierres de différentes dimensions qui se sont accumulées à la surface de notre Terre et qui ont donné naissance, qui ont permis à la Terre de grossir jusqu'au volume qu'elle occupe maintenant. Voilà une autre image d'un autre satellite de Mars, Deimos. Nous verrons que chaque fois qu'il y a des petits cailloux, ça c'est des cailloux de quelques dizaines de kilomètres, ils sont toujours marqués de ces cicatrices de cratères météoritiques. Ces cicatrices, pour nous, nous disent comment s'est formé le système solaire, comment le système solaire au début était le lieu d'une quantité invraisemblable de corps circulant dans toutes les directions et de collisions laissant des marques comme celles que nous voyons devant nous.